Bonjour, aujourd'hui je comptais faire dans cette vidéo un parallèle ou plutôt une distinction entre les enseignements de Krishnamurti et de Ramana Maharshi. Montrer comment quelqu'un comme moi qui est essentiellement krishnamurtien dans sa façon d'être, d'approcher les choses, se retrouve bouleversé par l'approche de Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj par exemple. Et comment, tout en restant krishnamurtien de tête, je suis vraiment, advaitin de cœur. Hem, je ne suis pas convaincu que ce soit réellement compatible et donc ce matin, j'ai pris un café avec mon ami José. Il m'a demandé ce que je comptais faire comme vidéo, donc je lui ai parlé de ce thème et il m'a dit: «Ah mais tu sais, Douglas Harding a abordé ce thème dans un livre», il était pas sûr, mais il m'a quand même indiqué celui-ci, Douglas Harding, La troisième voie vers un nouvel humanisme aux éditions Albin Michel, collection Espace Libre. Je ne suis pas sûr qu'on voit bien avec le soleil, hein. Et effectivement, c'est bien dans ce livre que Douglas Harding aborde la convergence et la divergence des deux enseignements. Donc, moi, je comptais au départ simplement montrer que chez Krishnamurti, on on décortique l'individu, on le démonte, on le déconstruit, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que Krishnamurti, il démonte l'individu pour montrer que tout dans l'individu moi-je est faux, illusoire. Et ce qui reste, c'est le réel. C'est ce qui n'est pas moi-je. Mais chez Ramana Maharshi ou Nisargadatta d'ailleurs, on ne s'occupe pas du tout de l'individu moi-je. D'emblée, on plonge dans le soi parce qu'on rappelle qu'il n'y a rien d'autre que le soi. Même moi-je qui n'existe pas vraiment selon eux, de toute façon, c'est la source, c'est le soi. Donc voici quelques extraits de Douglas Harding. Selon Krishnamurti, nous devons avant tout nous comprendre nous-mêmes, comprendre comment nous pensons, ce que nous pensons, pourquoi nous pensons ainsi, la nature de notre conditionnement. Extrait de Krishnamurti. Parvenir à se suivre, à voir comment ses pensées fonctionnent, exige un esprit extraordinairement vigilant, alerte, permettant de devenir toujours plus éveillé à la complexité du processus de sa pensée, de ses réactions et de ses émotions, de manière à développer la conscience non seulement de soi-même, mais aussi de ceux avec qui nous sommes en relation. Chez Ramana Maharshi, donc, on nie catégoriquement qu'il y ait un mental à connaître. Ramana Maharshi dit: il n'y a rien en dehors du soi. Être inhérent au soi, c'est la seule chose à faire. Peu importe le mental, si l'on cherche sa source, il disparaît. Douglas cite encore Nisargadatta Maharaj, qui dit à peu près la même chose que Ramana. C'est le mental qui vous dit qu'il y a un mental. Ne vous laissez pas abuser. C'est le refus catégorique de considérer les circonvolutions et convulsions du mental qui vous permettra de le dépasser. Un dernier de Ramana. Rien n'est plus simple que d'être le soi. Cela ne demande aucun effort, aucune aide. Tous voient le soi toujours, mais ils ne le savent pas. Je vois ce qui a besoin d'être vu. Je ne vois que ce que tout le monde voit, rien de plus. Le soi est toujours évident. Alors effectivement, en ce qui me concerne, en tant que chercheur, j'étais vraiment très marqué par Krishnamurti et sa démarche.
Mais j'ai été vraiment travaillé aussi, à long terme par Ramana Maharshi, que je lis depuis aussi longtemps, que je n'ai évidemment pas rencontré. Il est mort avant même que ce corps vienne dans ce monde et voilà, alors que Krishnamurti, j'ai pu le rencontrer. De loin, en participant à des causeries, mais voilà. Il est vrai qu'à un moment donné, j'ai réalisé que finalement, l'enseignement de Ramana Maharshi, non seulement me convient mieux personnellement, mais je pense qu'il est plus approprié, plus juste pour à peu près tout le monde. Krishnamurti est également un non-dualiste selon moi, parce que quand on décortique l'individu, comme je le disais tout à l'heure, on le démonte plutôt que le décortiquer, et ça se fait instantanément, c'est pas dans le temps. On réalise que tout l'individu est une construction, un conditionnement, et donc ce qui reste, c'est ce que n'est pas l'individu. Mais avec Ramana Maharshi ou l'Advaita de façon générale, ou d'autres approches non dualistes, mais disons celles de Ramana ou de Nisargadatta sont emblématiques et très puissantes, c'est qu'immédiatement, on ne s'occupe pas du mental, de l'individu, du moi-je. On plonge directement à la source, on reconnaît qu'on est le soi. Et quel soulagement! Donc souvent, alors Krishnamurti plaît beaucoup aux Occidentaux, c'est comme ça aussi qui m'a beaucoup plu, notamment quand on a une nature un peu intellectuelle ou cérébrale, parce que on analyse, on comprend, on, on observe beaucoup, mais on apprend à comprendre comment on fonctionne. Alors que dans l'approche advaitine, on ne cherche pas à comprendre. On reconnaît immédiatement, même si on ne s'en rend pas compte au début peut-être, mais on reconnaît immédiatement qu'il n'y a rien d'autre que le soi, qu'on est le soi. On peut très vite se rendre compte que moi, je, le mental, les pensées, les opinions, etc., c'est juste à la surface, c'est juste à la périphérie. C'est pas vraiment réel. Ce qui est vraiment réel, c'est la source d'où tout ça vient. Et d'où tout ça vient, on peut l'appeler le soi, la présence, la conscience, voilà. Et pour faire le lien avec ce que je disais l'autre jour dans ma dernière vidéo personnelle, j'avais dit que je proposerais un approfondissement de l'intimité avec le silence. Ben voilà, je crois, une excellente occasion de voir comment on peut approfondir cette intimité. Ça, de s'octroyer des moments tout au long de la journée, dès qu'on a une minute de libre, même quand on est au travail, ne serait-ce que sur un temps de pause pipi, vous voyez, ben, pendant cette minute-là, on n'entretient pas la pensée, on n'essaie pas de la chasser, on ne s'occupe pas non plus des sensations. Ça ne veut pas dire qu'on les nie, ça veut dire qu'on ne leur prête pas attention, pas plus que ça. Ou si on leur prête attention, en tout cas, on ne les qualifie pas, bonnes, pas bonnes, agréables, désagréables. Juste, on est à l'écoute, on observe sans observateur, donc sans commentaire, sans histoire, sans analyse, sans jugement. On fait ça une minute, ça suffit pour réaliser que le silence est toujours déjà là. Et plus on va revenir à ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo de manière plus concrète, plus pratique, mais là déjà la base comme ça, plus on revient encore et encore et encore à cette intimité avec le silence, à réaliser que dès qu'on lâche moi-je, même un tout petit peu et même une fraction de seconde,
le silence est là, parce qu'il est toujours déjà là. Donc quand moi je arrête de capter à la surface, ou moins fort, le silence qui est si noble, si délicat, si subtil d'une certaine façon, se manifeste vraiment pleinement, ou même s'il ne se manifeste pas pleinement, il se manifeste plus fortement, disons. Et plus on va s'y baigner, plus on va revenir encore et encore et encore à cette intimité, et plus on va voir cette intimité grandir, croître. C'est pas le silence qui grandit, il peut pas. Par contre, ce qui recouvre le silence, ce qui le voile, va diminuer, diminuer, diminuer. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Et il y a des moments où il n'y a que le silence, notamment quand on s'octroie des moments de pause, de méditation, qu'on n'a rien d'autre à faire. Ça peut être dehors, chez soi, peu importe. Mais là, donc, c'est plutôt un truc, une astuce, un outil, on pourrait dire, pour constamment revenir. Ça ne demande aucun effort, c'est juste, comment dire, déplacer l'attention au lieu qu'elle aille vers les objets, comme elle fait d'habitude, vers les phénomènes, elle retourne vers sa source. Voilà. Je ne veux pas en dire plus pour aujourd'hui, la vidéo serait trop longue sinon. Et je tiens à respecter le format de cette chaîne. Et si vous le voulez bien, avant de se quitter, on peut passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.